Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal. Hey, salut Mario! Ouais, hein, tu voulais pas que je dise « Hey, je suis accompagné de Guy Barrette ». Écoute, c'est notre quatrième prise, là, juste pour commencer l'émission, là, ça va être drôle aujourd'hui. Il y a des journées où est-ce que je suis dissipé, que j'ai comme de la misère. Ça arrive, hein, ça? Puis je pense que ça va être une émission comme ça. Anyway. Puis, je racontais dans la prise précédente, que vous n'aurez pas la chance d'entendre, que on est dans une grande salle de conférence chez Microsoft ici à Montréal avec notre invité, puis que j'ai mon manteau sur les épaules parce que, je sais pas, j'ai froid un peu. Malgré le fait que, comme Guy disait, il fait 10 dehors, on est au mois de février. En tout cas, une température, c'est El Niño, c'est le réchauffement de la planète, je sais pas trop, mais on a plus les hivers qu'on avait, puis c'est pas grave. C'est pas grave. On a toujours quand même l'informatique. Non, même pour l'informatique, ça change aussi. À tous les 5 ans, c'est plus pareil. À tous les 5 ans, à tous les ans. Ça évolue vite. Ouais. Guy, nouveauté, on fait un tirage. Oui, absolument. La conférence DevTeach qui a lieu cette année au mois de juillet. À Montréal. À Montréal, oui. DevTeach était un peu partout, souvent dans plusieurs villes canadiennes, mais cette année, c'est à Montréal. Oui, et Jean-René Roy, l'organisateur, nous offre un billet, donc une entrée finalement à la conférence DevTeach, gratuitement, donc on va faire un tirage. Mm-hmm. En réalité, il nous en offre deux. On va faire un premier tirage fin mars et un deuxième tirage quelque part à la mi-mai. Comment on va faire ça, Guy? C'est pas compliqué. On se cassera pas. Juste pour nos auditeurs, là, on a à peu près 2000 auditeurs. Ça veut dire que déjà en partant, t'as beaucoup plus de probabilité de pouvoir gagner un billet à DevTeach, une entrée à DevTeach que de gagner à la loterie. Surtout que ça comprend seulement l'entrée, donc faut être un peu de la région de Montréal, au moins des alentours ou être de prêt à Montréal. payer son billet d'avion. Ouais, pour venir à Montréal pour assister à la conférence. Donc, ça comprend pas le déplacement, l'hôtel, les autres frais. Ça comprend seulement le frais d'inscription à la conférence. Mais des fois, quand tu gagnes, c'est comme plus facile de convaincre ton patron. Tu sais, quand je gagnais, là, il reste juste à payer la moitié des frais. Donc, comment on va faire ça, Guy? Sur notre page web, on a une belle petite endroit on a mis sur le côté gauche ou sur le côté droit où absolument on dit on raconte notre histoire, puis c'est là que tu as les liens pour t'inscrire. Ouais. On a rajouté une petite section qui est participer au tirage DevTeach. OK. Cliquez sur le bouton, finalement, est-ce que ça va vous... Oui, mais là, qui dit tirage, là, il faut répondre à une question quelconque, là. C'est notre invité qui nous a donné la meilleure suggestion parce qu'on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait comme tirage? Puis Maxime, notre invité, dit, ben pourquoi vous demandez pas à quel hôtel a lieu la conférence DevTeach cette année? Donc, vous nous envoyez un courriel avec le nom de l'hôtel de la conférence DevTeach 2016 à Montréal pour participer. C'est facile, allez sur devteach.com, vous devrez trouver la réponse assez aisément. Vous envoyez ça, puis on va vous mettre dans le lot et comme on disait, fin mars, on va faire tirer une première inscription gratuite et quelque part à la mi-mai, une seconde. Juste pour terminer sur DevTeach, c'est une bonne conférence, puis c'est un bon endroit pour apprendre un peu de frais sur toutes les nouveautés. Donc, Maxime, tu vas être conférencier, toi, là? Oui, en fait, j'ai 3 sessions que je vais présenter. J'ai juste nommé ton prénom, mais notre invité aujourd'hui, c'est Maxime Rouillé. Oui, c'est ma 2e fois. Ouais! Ça fait longtemps, la dernière fois. Puis, on a un sujet parfait pour toi, parce que toi, t'es vraiment Monsieur Web. C'était tout ce qui est les nouveautés sur le web, ASP.NET, puis même tout ce qui touche JavaScript, c'est vraiment ton dada. Puis aujourd'hui, on va parler de ASP.NET Core 1. Ouais, c'était pas le titre original de qu'est-ce qu'on était supposé de parler. Ça devait être ASP.NET 5. Ça a changé d'un coup. Ouais, ben ce que les auditeurs savent pas, c'est que la planification du podcast ça fait au moins une couple de semaines à l'avance, donc on avait le nom ASP.NET 5 et on était prêt à parler de ça, on était enjoué et une semaine avant, ben on est toujours enjoué. On est toujours enjoué. Toujours enjoué. C'est que Microsoft a juste changé le nom, ils ont décidé que maintenant ça s'appelait ASP.NET Core 1. Ouais. Core comme étant le noyau 1, version 1. Ouais. Du noyau. On va y revenir. On y revient. Maxime, t'es
un MVP justement sur les plateformes web, donc un MVP c'est un Most Valuable Professional, reconnu par Microsoft depuis ça quoi 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ah, ça fait depuis 2011. Wow, ça va vite, hein? Ça va vite en mot, t'as dit, je commence à avoir une belle Moi, stack je me souviens de toi ta première année parce qu'on se rencontre toujours quand on va à Seattle, je me souviens toujours comment t'étais Mario, ce qui se passe à Seattle reste à Seattle, ok? Puis, mais et ça fait quoi? Ça fait plus que 10 ans là, que tu fais de l'informatique de façon professionnelle. Écoute, je suis sorti du cégep en 2003, donc Déjà ça fait 13, 14 ans, puis t'en faisais même pendant que t'étais au cégep. T'es tombé Exact. dedans. Tu fais partie des gens qu'on dit ils sont tombés dedans quand ils étaient jeunes, un peu comme Obélix. définitivement, je pense que le Obélix, en fait, c'est définitivement le meilleur exemple parce que au cégep, de mon côté, j'ai pas eu de formation C++, de formation C, comme la majorité du monde ont eu. On a commencé immédiatement avec .NET. Donc, quand tu dis tomber dedans, oui, carrément, j'ai connu .NET depuis ASP.NET 1.0 et aujourd'hui, on célèbre et enterre ASP.NET 5 et on célèbre ASP.NET Core 1. Et donc pour moi, c'est vraiment mon dada depuis le tout début. Le web est quelque chose qui me passionne. C'est un domaine qui change extrêmement vite. Si vous pensez que l'informatique change vite, le web est juste fulgurant à ce niveau-là. Tout à fait. C'est où que t'es à ton compte, hein, si je me trompe pas? Oui, depuis maintenant octobre 2013, donc un petit peu plus de 2 ans. Donc je suis rendu à mon compte. J'ai ma propre compagnie. J'offre des services de consultation pour différentes entreprises. Pour l'instant, le client que je suis en train de servir est Jean Coutu. Donc beau petit travail à Varennes sur leur nouveau entrepôt. Super. Écoute, le sujet aujourd'hui, comme on disait, ça devait être ASP.NET 5. Mais là, on va appeler ça ASP.NET Noyau version 1. Donc, Core 1. Noyau version 1, personne ne comprendrait, mais... Ils ont pas encore francisé les termes, mais... J'espère qu'ils feront pas, là, pour ça. J'espère aussi. Ben non, c'est parce que là, on se retrouverait plus, parce que et ça, c'est un autre défi. Quand Guy me revenait en disant, ben là, t'es sûr que ça, il me dit, si tu veux parler de ASP.NET Core 1, je dis, Core 1. Je dis, as-tu encore changé le vocabulaire? Puis, mais je pense que Guy, tu m'avais dit c'est pour le mieux, puis je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne chose qui renomme. Donc, commençons par expliquer ce changement de nom. Pourquoi Microsoft a renommé ASP.NET 5 à ASP.NET... Non, c'est ASP.NET, hein? C'est pas juste ASP. Ouais, c'est ASP.NET. ASP.NET Core 1. Ouais. OK. Principalement, en ce moment, on se retrouve avec .NET et ASP.NET par la même version qui sont 4.5. Avec les versions 4.5.1, 4.5.2, et la toute dernière version qu'ils ont lancée qui est 4.5, qui est 4.6. Et en mettant le ASP.NET 5.0, les commentaires qui ont été fournis, en gros, ça a été que on pensait que c'était une suite logique à 4.6. Une évolution. Ouais, parce une évolution. Ce qu'il faut que j'entende de ce que tu dis, c'est que la plateforme .NET roule habituellement sur un système d'exploitation Windows. Oui. Et historiquement, dans les 15 dernières années, Microsoft a fait évoluer ASP.NET. Oui. Et on est rendu à la version 4.6 de ASP.NET qui permet de faire des sites web. Puis là, tu as le modèle MVC, tu as le modèle classique. En tout cas, tu as différentes... Oui. Et il y a ça de particulier, c'est que au fur et à mesure qu'on avançait avec ASP.NET 1 jusqu'à ASP.NET 4 et 4.6 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des changements qui sont la majorité du temps additifs et qui n'enlevaient pas de fonctionnalité. Donc la majorité du code que tu faisais hier était compatible en petite partie avec le code que tu faisais demain. Donc si j'avais commencé avec les webforms avec la version 1.0, ça marche encore en 4.6. Ça marche tel quel. Le vieux ASP.NET classique qu'on appelle, un peu comme le code classique, fonctionne toujours. C'est peut-être pas toujours plaisant d'aller faire de maintenance dans ce code-là, mais... Mais la problématique là-dessus, c'est que vu qu'on pense que vu qu'on sert un produit ASP.NET 4.6 et 5, on dit bon, c'est la même chose, c'est le même pattern, c'est une suite logique, mais les personnes qui vont avoir pris le temps, qui vont pris juste 5 minutes à faire un File New Project dans Visual Studio 2015, avec les Web Tools, bien sûr, vont se rendre compte que c'est pas du tout la même chose. Donc, ASP.NET 5, c'est pas pantoute, ça n'a rien à voir avec ASP.NET 4.6. Ça a beaucoup de similitudes, mais on peut pas dire que c'est une évolution logique. En fait, ASP.NET 5 est une réécriture complète de la stack web du côté Microsoft
Et c'est un changement fondamental dans la façon de développer des applications. Pourquoi Microsoft a senti le besoin de faire une réécriture? Ben, le framework existe depuis facilement 2001. Donc, on parle de... Ouais, environ une quinzaine d'années. Et si on regarde un peu la façon que ça a évolué, ça s'est basé en fait beaucoup sur les web forms. Donc, qui est une façon plus WinForm de faire du web. Donc, on fait du drag and drop, on glisse les composantes. Et le développement web, il y a 15 ans, et pas le développement web qu'on connaît aujourd'hui. Les choses ont énormément évolué. Y a-t-il aussi une forte dépendance sur IIS, c'est-à-dire l'infrastructure Microsoft dans le framework? Si on regarde ASP.NET 1.0, la seule place que ça roulait dans le temps, c'est sur IIS, et ça roulait nulle part ailleurs. Et jusqu'à la dernière version de ASP.NET, il était pas vraiment possible de rouler ASP.NET autrement que dans IIS. Donc, est-ce qu'il y avait ce besoin-là aussi derrière l'équipe de Microsoft de dire, on voudrait peut-être que ça roule ailleurs que sur une machine Windows? Depuis l'arrivée de Satya Nadella à la direction de Microsoft, il y a eu un gros mouvement, une grosse volonté d'aller vers l'open source. Satya Nadella, c'est le nouveau CEO. Il est en poste depuis presque 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. Ouais. La volonté qu'il y avait en arrière de toute la plateforme, c'était de rendre ça le plus ouvert possible. Donc, de permettre au monde de s'impliquer, au monde de contribuer. Et la majorité du code qui était présent avant, c'était du code qui a été développé par Microsoft, pour Microsoft, et qui était pas dû et voulu pour être partagé avec le restant de la communauté. Avec les nouveaux changements, on se retrouve avec ASP.NET 5 sur GitHub, on se retrouve avec Entity Framework sur GitHub, on se retrouve avec toutes les composantes de la plateforme web sur GitHub. Donc GitHub, c'est un portail collaboratif pour développer qui est surtout reconnu pour où on héberge beaucoup de projets open source. Exact. Dont entre autres ces projets-là que Microsoft. Et malgré le fait que Microsoft est déjà Codeplex, ils ont quand même décidé d'aller vers GitHub. Et donc, en essayant d'aller chercher toute cette bonne volonté-là d'aller vers l'open source, ils ont aussi décidé de supporter OS X, de supporter Linux et de rouler le Core Framework complètement directement sur ce... Donc, le nouveau ASP.NET, qu'on appelle Core 1, qui s'appelle plus ASP.NET 5. Exact. C'est une réécriture complète qui roule autant sur du Mac que sur du Linux que sur des machines Windows. Exact. Est-ce que ça roulerait même sur un serveur avec un serveur Apache? Ça serait une bonne question, mais la façon que ASP.NET Core en ce moment fonctionne, c'est que c'est un processus à part qui est démarré. Donc il n'y a même plus un serveur... non, c'est plus un serveur. Il n'y a plus de serveur web dans le décor. Là. Même si on regarde le nouveau modèle de déploiement IIS ne gère plus ce qu'on appelle le runtime du CLR. C'est complètement self-managé, c'est dans une application qui roule à part. IIS est un peu ce qu'on appelle un reverse proxy. Donc, il va faire un peu ce que Nginx fait, ou Nginx, pour ceux qui vont avoir envie de m'arracher la tête. C'est un peu ce que ça fait en gros. Donc, ça va faire suivre les requêtes vers ton application, mais ça ne gérera plus l'application complète d'un bord à l'autre. Si je construis un site web avec le nouveau ASP.NET Core, ce site web-là, quand je le déploie sur une machine Windows, il roule dans son propre environnement et il roule plus par-dessus IIS. Il est géré par IIS, mais c'est pas IIS qui le roule. Ah, ok. Donc, il est... Mais donc, toute la partie de management, et c'est encore IIS que tu utilises parce que les gens sont familiers avec. Oui, et il y a encore des possibilités d'utiliser des fonctionnalités d'IIS qui existent déjà, comme les fichiers, naviguer les dossiers, les permissions, la sécurité, le rewrite URL. Toutes ces composantes-là restent. C'est pas quelque chose qui s'en va. IIS reste toujours la même chose qu'avant. C'est juste que la façon que l'application est hébergée fait que on n'a plus besoin de gérer ASP.NET au complet par IIS. Puis là, vas-y, Guy. Mais là, tu disais tout à l'heure que .NET Core, ou ASP.NET Core roule aussi sur Mac et Linux, mais il n'y a pas IIS sur ces plateformes-là. Non, et c'est exactement un peu pourquoi la décision architecturale qu'ils ont décidé à ce niveau-là, c'est de permettre en gros de rouler en mode reverse proxy pour héberger les applications. C'est que sur OS X et sur Linux, qui connaissent pas IIS, eux autres, l'outil qu'ils utilisent le plus, c'est Nginx, qui s'appelle NGINX, et
qui est un peu l'équivalent d'un IIS. Je dirais pas que c'est égal, là, mais c'est l'équivalent IIS du monde open source, du monde Linux, du monde OS X. Donc, c'est un web server Unix, là, qui roule sur, autant sur Linux que sur Mac OS X. On pourrait dire ça comme ça pour simplifier les choses. OK. Mais la grosse question du pourquoi qu'il y a eu la grosse réécriture, puis c'est les parties qui m'intéressent puis que je trouve absolument fascinantes, c'était principalement, moi je le vois à deux volets. Un, la performance, puis deux, l'évolution logicielle. La première partie, au niveau de la performance, si je me rappelle bien des chiffres, IIS, ça reste, on pourrait me corriger là-dessus, mais si je me rappelle bien, IIS sur certaines machines pouvait avoir un maximum de 64 000 requêtes par seconde, et on parle de requêtes relativement vides. Les derniers benchmarks d'ASP.NET 5 en ce moment, on parle d'environ 1.1 million de requêtes à la seconde. 1.1 million? Ouais. C'est les derniers chiffres qui sont en fait sur GitHub. Juste nos auditeurs, ça va arriver qu'on va dire ASP.NET 5 parce que ça prend du temps qu'on change d'habitude. Mais faut que vous compreniez qu'on veut dire le ASP.NET Core 1. On s'excuse, ça va juste prendre encore quelques mois à s'habituer, mais on va tout arriver à dire Core 1. Le changement de nom s'est fait tout récemment. Oui, ça s'est fait. Ça fait pas 10 jours, ça fait une dizaine de jours. À peu près, ouais, c'était fait le 19 janvier. C'est la date à partir de laquelle ils ont renommé le framework de ASP.NET de 5 à Core 1. Et ça implique aussi MVC Core 1, donc tout tombe à 1.0, en fait pour dire en gros que ce n'est plus une évolution logique, c'est un rewrite. Donc c'est plus le même produit, là. Les concepts restent similaires, mais c'est plus le même produit, c'est plus tu peux pas prendre une application que vous aviez en MVC5 puis dire je vais l'upgrader à Core 1. Puis c'était un peu la problématique qu'on avait, c'est que il y avait beaucoup de questions qui sortaient qui disaient ben je vais pouvoir prendre mon application MVC5 et l'upgrader à MVC6. Non. il y a tellement de sous-composantes qui changent et tout a été écrit. Parce que MVC5 ça roule sur 4.6. Puis MVC6, ça roule sur Core 1. Et maintenant, tu comprends pourquoi ils ont renommé. Donc, en réalité, ça s'appelle MVC Core 1, roule sur Core 1. Puis MVC5 va continuer à rouler sur le ASP.NET 4.6. 4.6, oui. Mais supposons que j'ai construit un site ASP.NET MVC, que je vais appeler classique, là, ou .NET, là, c'est-à-dire qui roule sur 4.6. Je suis pris ad vitam aeternam pour rester dans ce monde-là ou il existe quand même un chemin où je peux dire je vais tout upgrader ça pour aller vers le ASP.NET Core 1? J'aimerais tellement dire que ça a déjà tout été pensé, que tout a été écrit, puis la documentation est déjà toute là. Malheureusement, c'est pas encore rendu là. Donc, ça veut dire probablement que c'est un rewrite pour toi aussi quand tu reprends. Probablement. Et en fait, c'est ça pourquoi que le 4.6 va être supporté pour un très 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 long bout. Parce que 4.6 va conserver encore le webform, va conserver le bon vieux Razor, le ASP.NET avec les derniers MVC et va importer une couple des concepts de OWIN qu'on avait au départ, mais la pipeline reste pas mal la même. Donc si vous avez une application aujourd'hui, 4.6 est votre destination et vous pensez même pas à Core 1 pour l'upgrade là-dessus, moi je vous recommande de rester sur 4.6. À moins que vous ayez une application triviale à faire la mise à jour de. Ça, donc, si on peut pas passer à Core 1, ça veut dire qu'il y a des changements importants au niveau de la structure, au niveau du développement, au niveau de l'apprentissage aussi? Il y en a à tous les niveaux. L'apprentissage va être une importante partie. Parce qu'on était habitué avant de travailler avec des web.config. Une chose qui va disparaître dans le futur, ce n'est plus la façon qu'on va importer les configurations. Les app settings qu'on a retrouvés dans nos web.config qui sont super le fun, se retrouvent maintenant dans des fichiers JSON. Donc déjà en partant ça marche plus. Mais c'est pas tout, on peut les mettre aussi dans les variables d'environnement, dans les fichiers ini et tout ça, et ça devient compliqué assez rapidement. Donc c'est plus la même plateforme qu'avant, on peut pas dire mets ça dans l'app settings dans le web.config, ça va marcher, y a pas de problème. ASP.NET 5 se veut un framework modulaire. Tu dis ça devient compliqué, mais les gens qui étaient pas dans un écosystème ASP.NET, dans un écosystème Microsoft, eux, ils avaient l'habitude de vivre avec des variables d'environnement. Tout à fait. Donc, c'est peut-être aussi une façon pour Microsoft de dire, je vais m'arrimer plus avec
les Ce qui se fait tendances dans lourdes de l'industrie, l'industrie pour justement que les gens ne voient pas comme étant une espèce de chose anormale, puis plutôt comme une plateforme très facile à supporter et à maintenir. C'est la partie que je trouve intéressante puis super importante, c'est on s'aligne un peu sur ce qui fait déjà dans l'industrie. Je sais bien que la majorité du temps, on s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs, mais si on regarde dans le monde PHP, dans le monde Node.js ou dans le monde Java, les variables d'environnement sont utilisées depuis des années. Toujours. Depuis les fondements les fondements du langage. Et en fait, c'est juste pour moi, j'appelle ça un retour aux sources. Est-ce que ça se pourrait aussi qu'une autre des variables, ou en tout cas un autre des éléments qui favorisait cette décision-là chez Microsoft, c'est que outre le fait qu'il y a un arrimage avec les pratiques de l'industrie, c'est que l'industrie est en train d'évoluer pour aller vers les fameux conteneurs, c'est-à-dire les Docker, puis donc pour justement amener tout vers le cloud. Puis si tu t'arrimes pas, ben là tes solutions fonctionneront pas as is. Puis là, c'était pour Microsoft une façon de se dire, ben, ASP.NET, on veut qu'il soit un citoyen de première classe dans cet écosystème-là. Est-ce que je suis en train de fabuler ou... Non, je crois que je peux pas parler pour Microsoft, puis je peux pas parler pour dire, je connais toutes leurs décisions à l'instant. C'est une bonne hypothèse. Mais c'est une très bonne hypothèse de dire que ils veulent qu'ASP.NET puisse rouler partout, afin de pas juste aller chercher ceux qui sont déjà vendus au framework, ceux qui savent qu'ils vont utiliser ASP.NET 5 ou Core 1, Microsoft n'a pas besoin de convaincre ce monde-là parce que ils sont déjà là-dessus. Ceux qui veulent aller les convaincre, c'est le restant de la planète qui sont justement sur du PHP, qui sont sur du Node, qui sont sur du Java, puis que ils installeront pas Windows. Ça leur tente pas d'installer Windows. Ils vont rester avec leur Linux. Mais pourquoi quelqu'un qui est sur Linux installerait ASP.NET Core 1? Qu'est-ce qui serait un incitatif qui ferait comme, ah, là, j'ai un gain? Parce que, tu sais, il faut que, tu sais, what's in it for them, là? Pourquoi qu'ils feraient ça? Y a-tu une fonctionnalité, un incitatif qui fait que ces gens-là pourraient dire... En fait, je pense que c'est de prendre la question à l'envers, de retourner ta question. C'est-à-dire que, si moi, je suis un développeur, puis là, tu me corrigeras, Maxime. Oui. Si je suis un développeur ou une shop, puis là, il faut déployer nos applications, puis là, on pense à utiliser du Docker qui est Linux. Si j'utilise du ASP.NET classique, je peux pas y arriver, là. Ouais. Faut que je déploie l'artillerie Microsoft, là. Tandis que là, je peux utiliser des serveurs Linux, je peux utiliser du Docker, des containers, je peux utiliser plein de choses. Donc, je vois, moi, le chemin pour les gens qui viennent d'un écosystème Microsoft pour les amener vers un écosystème cloud. Ça, pour moi, c'est tout à fait logique. Mais les gens qui faisaient plus du PHP ou plus du Java, quel serait l'incitatif pour eux autres d'aller vers un ASP.NET? Ben, tu t'enlignes un petit peu plus vers ce qu'ils font comme développement du... Moi, j'ai juste à dire C# is sexy, là. Donc C#. Donc parce qu'en gros, il y a ça à comprendre aussi, c'est que là, on a dit, ASP.NET 5 qui roule sur Linux, mais c'est pas juste ASP.NET 5, on parle pas juste de Razor, on parle de C# au complet, le compilateur Roslyn, le Jitter, RyuJit, tout roule maintenant sur Linux. Mais là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Ça finit pas toujours par du code JavaScript qui roule dans le browser, donc pourquoi C# ça nous intéresserait? Donc, en tant que tel, le langage est un langage qui est relativement clean, qui évolue bien. Et si on regarde quelque chose comme Java qui a pris des années à avoir l'équivalent des lambda à l'intérieur, alors que C# les a déjà, le langage est backé par Microsoft, les updates sont là de façon constante. Il faut faire la distinction entre ce qui roule sur le client, dans le browser, ouais. Il va toujours être à l'ultimate, on va être du JavaScript. Effectivement. C'est un nouvel assembleur. Mais il y a ce qui va rouler dans le back-end sur le cloud. Puis ça, ce code-là, il est souvent plus important même que ton code dans le navigateur, parce que c'est là que tu as beaucoup de processus d'affaires et tout. Puis donc de le faire en C#, ça veut dire que tu as un choix quand il y a une organisation. Je fais tout en JavaScript client, JavaScript serveur. Qui est Node. C'est là qu'un Node peut être intéressant. Ou je pourrais dire, non, je vais avoir deux stratégies, c'est-à-dire JavaScript client ou TypeScript client. TypeScript serveur aussi. Puis TypeScript serveur ou C#. Ils ont réécrit ASP.NET, mais ils ont pas tout jeté le code dehors puis jeté le bébé avec l'eau, je veux dire. Ils ont quand même gardé... Ils ont gardé tout ce qui était bon. Ils ont gardé ce qui était bon. Razor est encore là. Je veux dire, le concept de MVC, il est encore là. Le concept de Web API est encore là. Il y a de bonnes chances, en fait, que les contrôleurs MVC et les contrôleurs Web API que tu as déjà en ce moment vont encore fonctionner
dans MVC Core 1, mais c'est tout ce qui est en arrière. Donc toute la partie Entity Framework EF7 ou qui n'est plus EF7 en passant, qui est maintenant EF Core 1. Là, ça veut dire que Entity Framework 7 ne roule que sur... Ben, en fait... Entity Framework toujours 6. juste roulé sur ASP.NET 5. OK, donc, si, là, présentement, je suis en SP classique, là, SP.NET classique, là, puis je fais du Entity Framework, je peux pas passer à Entity Framework 7. Yes, you can. Mais c'est pour ça que on parle normalement en deux silos. Soit on parle de 4.6, okay, qui va supporter à peu près toutes les technologies qui vont se retrouver dans le Core. Et on va parler de Core à part si on veut juste parler de ça parce que... C'est un peu donc à terme, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a des développeurs qui vont devenir des experts sur le chemin Core, qui est le chemin plus du futur. Puis t'as des gens qui vont rester très 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 bons avec toute le ASP.NET 4.6 puis donc la track plus .NET, ouais, qui est celle avec laquelle on vit dans les 15 dernières années. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là maintenant il y a deux tracks. T'as toujours ton .NET, c'est pas mort, ça va être là, puis ça va probablement être encore là pour les 20 prochaines années, même si c'est 20 ans, c'est long dans notre industrie, donc au moins 10 ans. Et t'as toute la nouvelle track qu'on appelle Core 1, noyau 1. Ouais. Puis là, tous les produits qui fonctionnent avec ça vont tous se renommer Core 1. Donc, l'Entity Framework qui est faite pour cette version-là s'appelle Core 1. Même chose pour ASP.NET MVC, pour Web API. Il va toujours avoir des variantes Core 1, puis ils vont garder des variantes. Et même, en fait, pour le MVC puis Web API, on n'en parle plus vraiment des deux de façon séparée en ce moment parce que vu qu'on depuis ASP.NET 5/Core 1, les deux ont été réunis ensemble parce que ils ont été séparés depuis un bout. Donc, là, grosso modo, vu que c'est des couches qui viennent par-dessus, ouais, eux, ils vont sur un ou sur l'autre, indépendamment de quelle plateforme tu choisis. Ils viennent agrémenter le core. Okay. Donc, quand tu roules le core, ben le plus bas niveau te donne accès à un socket. Donc, si tu veux faire du SignalR ou quelque chose d'équivalent à ça, avec connecté directement sur les WebSockets, ça va te le permettre. Ben là, Maxime, juste pour le bénéfice de Guy, qui dit, écoute, là, j'étais un peu perdu, puis je pense que le bénéfice de beaucoup de nos auditeurs. Juste l'histoire de versionnage. Donc là, mettons qu'on va prendre Entity Framework comme exemple classique. Donc, Entity Framework, aujourd'hui, sont rendus à la version 7. Entity Framework, ça fait juste une dizaine de jours depuis l'annonce, donc j'ai pas regardé vraiment si... Donc, il va falloir regarder qu'est-ce qui va se passer, les prochaines versions, est-ce ils vont être renommés ou non. À partir du RC1, on est encore tous sur ASP.NET 5. Donc, en gros, si vous êtes sur RC1 en ce moment, qui est en passant un Go Live. Donc, si vous voulez l'utiliser en production... Mais ça s'appelle ASP.NET 5, même si on décide qu'ils renommaient ça Core 1. Rendu au RC2... Comment mêler le monde d'aplomb? Tant qu'on n'est pas en RTM, on est correct. Aïe, aïe, aïe. OK, ce qui est important à dire, là, c'est que... Oui, on va arrêter de se niaiser avec le nommage, parce que là, on peut vraiment perdre le monde à l'intérieur de ça. C'est une coupure importante, définitivement. Puis il y a des raisons. Et nette. Puis il y a des raisons très claires. Moi, les raisons que je retiens de ce que tu m'as dit, premièrement, performance. Donc, on améliore la performance. On enlève plein de dépendances sur les OS qui étaient un peu artificiels, les dépendances sur iOS, par exemple. Puis, à la place... On enlève même les dépendances sur Windows. Oui, Windows, iOS, puis à ce moment-là, on peut rouler partout. Puis, vu qu'on enlève ces dépendances-là, on va même pouvoir rouler dans un container cloud tout à l'heure. On peut rouler n'importe où. Autre chose, la reconnaissance par Microsoft que C#, c'est un beau langage, c'est une plateforme qui est attirante pour la communauté open source, puis qui peuvent peut-être faire du millage là-dessus, puis attirer beaucoup de développeurs, surtout la communauté Java, à dire, migrez donc vers notre système au lieu de migrer vers Node puis JavaScript qui vous fait peur. Parce qu'un développeur Java, c'est comme un développeur C#, quand il regarde JavaScript, il fait comme, quel foutu langage! Écrit sur une napkin dans le coin d'un bar. Ben, là, j'ai entendu souvent celle-là. Juste pour le bénéfice des auditeurs qui aiment beaucoup ECMAScript, les JavaScript 6.0, là, on parle du JavaScript de version 1, 2, 3, là, les premières versions, là. Ouais, mais pour les auditeurs, je suis quand même un gros JavaScript lover, là. J'aime beaucoup JavaScript, mais quand c'est rendu quand je suis rendu sur le serveur, c'est pas mal C# et ASP.NET. Parce que je suis plus rendu à... C'est peut-être moi qui ai pas compris, mais pour moi, le serveur... Oui, t'as pas acheté
la solution de rouler Node sur un serveur. Pas encore. Surtout que les chiffres que je vois sortir avec du langage compilé, avec ASP.NET Core 1, écoute, 1.2 million Au de niveau requêtes. performance, c'est sûr que du langage interprété, ça sera jamais aussi puissant que du code Non. C# compilé. Là. Et ce qui était aussi important à rentrer là-dedans, puis pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, mais ça vient un peu du left field qu'on appelle, donc il y a aussi le .NET Native qui arrive. Ouais. Donc, passer du .NET qui est interprété un peu au bytecode de Java, puis l'équivalent AL en .NET, puis juste émettre du code purement natif. Donc, ça risque d'augmenter encore plus les performances. J'ai pas une vue sur ce projet-là, mais c'est vraiment de quoi d'intéressant à surveiller. Ça, c'est un autre projet, là. On parle pas de C'est à part ça. ASP.NET Core 1. C'est à part ça. Mais ça ASP.NET se Core s'entrecroise, mais c'est pas, on n'en parlera pas à soir. Là, quand je pars un projet, ce qu'on appelle aujourd'hui encore un projet ASP.NET 5, mais qui va être un projet ASP.NET Core, il y a des choses bizarres. C'est-à-dire que je suis pas juste du C# tout ça. Tout d'un coup, je vois des affaires qui me sonnent JavaScript. C'est NPM qui apparaît. Là, pourquoi j'ai toutes ces affaires-là qui apparaissent? Tu sais, y a-tu des raisons? Là, tu parles du tooling, là. Ouais, je suis dans le tooling. Là. Fait que, finalement, ok, là, on va arrêter de niaiser avec le nommage, le Core 1. On va rentrer dans le tooling. On va parler un peu, en gros, de c'est Donc, quoi mettons, je suis l'expérience. convaincu. Je dis, bon, ben là, moi, je vais faire un nouveau site ASP.NET Ok. Core. Donc, on parle maintenant de l'expérience tooling, on parle de l'expérience d'un usager qui rentre pour la première fois dans le Visual Studio, qui fait File New Project, puis qui se demande Where's my cheese, là, que tout le monde a tout bougé ses affaires, puis ça demande aussi que c'est rendu. Il y a plusieurs composantes. Les premières composantes qu'on va regarder, avant même de rentrer dans les affaires de Node.js, ces affaires-là, la première chose qu'on va regarder, c'est le project.json, qui est ton nouveau web.config. Toutes tes configurations, tous tes paramètres, toutes tes dépendances. Mais j'ai-tu encore un CS-Proj? Non! Il y a plus de CS-Proj là-dedans. Bye bye le CS-Proj. J'ai-tu encore une solution Visual Studio? Un SLM? T'as encore un SLM, mais il est vraiment, vraiment minime. Il est juste là pour fonctionner avec Visual Studio. Oui. Parce que t'as pas besoin d'un SLM, et l'équivalent du CS-Proj est rendu maintenant un X-Proj, et j'appelle ça des squelettes. C'est là pour le tooling, c'est là pour Visual Studio. Ces X-Proj-là, je suis capable de les ouvrir, par exemple, dans Visual Studio Code, puis... Non, parce qu'ils sont pas utilisés dans Visual Studio Code. Lui, il travaille juste avec les fichiers Ouais. sources. Son Xproj et le SLM ne sont là que pour Visual Studio, que pour activer le tooling. Puis le dû à des Xproj, raisons quand je suis dans legacy. Visual Studio, c'est un fichier JSON maintenant. Le Xproj est encore un fichier de l'équivalent MS-Build. Ah, comme ok. un CS-Proj. Le but, c'est vraiment, c'est un gros padding pour Visual Studio pour s'adapter aux changements de paradigme. Pourquoi qu'ils ont pas appelé ça encore un CS-Proj? Oh, parce que là, tu mets de la legacy là-dedans. Là, Ok. tu... En disant il y a Xproj, ils beaucoup de- pouvaient juste faire les choses qu'il faut pour être capable de supporter Tu changes de ASP.NET. nom complètement, là. Oh, ouais, en fait, Ouais. si tu regardes un Xproj pur et dur dans Visual Studio ou dans autour d'un Xproj dans Notepad, là, il y a moins d'une 50aine de lignes à l'intérieur. Là. Et le but, comme j'ai dit, c'est juste pour faire l'arrimage entre Visual Studio, le code et le tooling. Donc c'est juste, ça sert juste à ça. Ok. Parce que le code, pour le compiler, t'as pas besoin du Xproj, t'as pas besoin du SLM. Puis en fait, même si t'as pas d'Xproj et t'as pas de SLM, donc tu pars de GitHub, t'as quelqu'un qui a fait une belle librairie, puis que lui a compilé tout ça, puis lui il compilait ça en Linux. Ben toi tu peux techniquement ouvrir le projet avec Visual Studio, puis Visual Studio va générer pour toi les Xproj puis les SLM afin de te permettre de faire l'arrimage avec les. Ok, donc c'est finalement une espèce c'est comme une construction quasiment syntaxique, ouais. accessoire qui est faite par Microsoft pour que ça marche dans le Visual Studio. C'est des vestiges. C'est un peu comme l'appendice, je pense. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui à un moment donné va On verra peut-être. comment ils vont faire évoluer Visual Studio, ils vont peut-être réussir à enlever certaines de ces dépendances-là, mais Vestiges. Mais ouais. puis donc je suis dans Visual Studio, là je crée un projet. Oui. Parce que ça continue à s'appeler un projet quand même. On va quand même continuer à s'appeler ça un projet. La différence, entre autres, c'est que, bon, on a le project JSON qui va être ton web.config. Donc, dans Visual Studio, j'ai toujours un projet. Puis, mais comment ça fonctionne essentiellement? Donc, il y a plus de fichiers config. Non, project JSON va remplacer le web.config. Startup.cs va remplacer d'une certaine façon le global ASAX et ainsi que tous les dossiers d'AppStart qu'on avait avant là, avec les configurations de bundle, les filtres, et tout ce qui vient avec. Dans startup.cs, as-tu comme l'équivalent quasiment comme d'un main, c'est-à-dire le point de départ?
point d'entrée. Le startup.cs, en fait, va être ton main. C'est l'équivalent du main rendu à ce niveau-là. OK. Donc, ça va à peu près inclure tout ce qu'il va avoir de configuration et de bootstrap de ton application. Donc, on parle de toutes tes app settings qui vont être présents. On parle des configurations des variables d'environnement, SQL Server, Entity Framework. Toute la pipeline au complet va être configurée dans startup.cs. Donc, au lieu de se retrouver avec un gros fichier XML qui dit à peu près comment que ça va fonctionner, On le fait en code. tu le fais en code et tu peux configurer dans quel ordre les éléments de la pipeline vont s'exécuter. Tu peux utiliser, par exemple, des engins d'injection de dépendance pour gérer ça mieux encore. Et encore mieux parce qu'en fait, l'injection de dépendance est built-in dans le framework ASP.NET 5 dorénavant. Donc, ce n'est plus, c'est plus quelque chose qui est accessoire, mais qui est patché par-dessus. C'est quelque chose qui est built-in et qui est pensé depuis le début et qui est inclus à la grandeur du framework. Les composantes même de ASP.NET 5 utilisent ça. OK. Mais là, je te reviens sur ma question. Pourquoi que je retrouve du Node dans mon projet quand je fais un projet pour rouler du C# du côté serveur? Principalement parce que la façon de fonctionner au niveau du web et tout le tooling du développement des workflows pour faire du JavaScript, pour faire du CSS. Là, on est rendu dans le monde du faire du less, on parle de Uglify, on parle de Minify, Sass, Minify, tous ces outils-là. Ben, c'est des outils qui soit étaient avant en command line avec des .exe, donc extrêmement portables, pas en tout. Donc tout ça roule en Node.js. Donc là, on se retrouve avec le... Donc ça l'installe un Node, ça met des dépendances sur Node.js, mais juste pour être capable de rouler les outils que tu vas avoir besoin pour être capable de construire ton site. Tout à fait. Visual Studio va utiliser Node.js et en fait, le restant du tooling va l'utiliser aussi, mais on va utiliser Node.js comme étant un outil d'aide au développement. Pas au niveau serveur, on va l'utiliser pour l'aider au niveau du workflow. Avant, on avait quelque chose qui s'appelle les bundle transform. Donc, on pouvait définir des style scripts puis pour tout compiler tout ça ensemble, qui va faire ça directement par ASP.NET, il va prendre tous tes fichiers CSS, va tout merger ça ensemble. Mais c'était un peu réinventer la roue. Parce que si on en regarde en fait depuis le début, JavaScript font ça depuis très 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 longtemps, avoir tous ces workflows-là, de recompiler, de remerger, de faire tout ça. Et la communauté Node ont déjà tous les plugins, tous les outils. Donc, au lieu de réinventer la roue, on va prendre sur une Node. Exact. Même si ça peut faire peur à ton développeur C# de voir des affaires qui font référence à Node, mais on n'en sort pas, là. Si tu veux faire du web, à un moment donné, il faut que tu comprennes minimalement qu'est-ce que c'est cet outil-là. Tout à fait d'accord, puis c'est un peu vers ça qu'ils se dirigent. Ils ont pris un peu le bet que le monde sont intelligents, puis qu'ils sont capables d'apprendre, puis qu'ils vont être en mesure de... Mais il y a une reconnaissance de toute façon que du côté client, ça finit en JavaScript, donc t'as pas le choix, faut que tu maîtrises un minimum de JavaScript. Faut que tu maîtrises un minimum de JavaScript, puis le meilleur moyen de comprendre JavaScript, ben c'est de rouler en JavaScript, puis tous les outils sont faits pour ça. Donc à la place de prendre des ressources à l'interne pour développer des outils qui vont avoir de la misère à être maintenus, ils se sont dit on va se tourner vers leur communauté, puis on va utiliser ce qui a déjà été fait. Puis le bénéfice que t'as, c'est quand même ton code qui lui roule sur le serveur, il peut être compilé, c'est du C#, tu le compiles, puis là tu vas chercher la performance que tu voudrais, parce que reste que l'argument performance, c'est un argument quand même très vendeur. Là. Quand c'est très vendeur. On passe de 64 000 à 1 million pour le nombre de... 64 000, je suis pas exactement sûr que c'est le chiffre exact, mais c'était pas quelque chose de nécessairement glamour et de super élevé. Mais quand on parle d'1 million, on est rendu dans des très 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 hauts chiffres. On parle de machines qui sont capables de gérer si on parle de gérer des millions de requêtes, c'est que ton framework en dessous est extrêmement performant, puis il y a aucun problème avec ça là. Donc moi, cet argument-là pour moi me permet de dire écoute, ils ont mis tellement d'efforts là-dessus, ils veulent que ça marche, ils veulent que ça réussisse. Puis pour moi, ben c'est pas mal mon framework pour cette année en tout cas. Puis, mais c'est sûr que si tu as un site existant qui est en 4.6, ben oublie ça, là, tu pourras pas faire évoluer aisément. Il va falloir vraiment que... Tu sais, si tu fais ça, c'est dur de faire le switch. Le plus dur, c'est de convertir tous les éléments de la pipeline qui ont été expirés. Et il y en a beaucoup. Donc, avant... Quand tu dis qu'ils ont été expirés, qu'est-ce que tu veux dire par là? Toute l'ancienne pipeline, en fait, était
était monté dans system.web. Ouais. Puis on parlait, tu sais, de begin request, end request, post request. On parlait de view state. On parlait de hook dans la requête pour Donc tout ce que tu mettais pour gérer justement le pipeline, ça marche plus parce que ça a tout été réécrit. Tout ce que tu pouvais mettre dans un HTTP module ou un HTTP handler, là, tout ça en tant que tel ne fonctionne plus. Tout ton code que tu avais dans tes contrôleurs, ton routing, tout ça, ça va fonctionner presque tel quel? Presque tel quel, sauf si tu t'es mis à utiliser des HTTP context.current. Là, ça, c'est des vieilles affaires qui n'existent plus dans le ASP.NET Core. Il va falloir le faire évoluer. Mais une fois que t'as ton login de seté et que t'as Entity Framework de monter, à toute fin pratique, le restant du code devrait être presque similaire ou presque identique à ce que tu Mais là, si je pars, mettons que je pars un nouveau projet, est-ce que j'aurais intérêt de le partir tout de suite en Core 1? Moi, je dirais que ça vaudrait au moins la peine de le regarder sérieusement. Les propriétaires de librairies comme JSON.NET ont déjà fait le switch, sont déjà là-dessus. Le monde sont déjà en train de est-ce que tout ce que tu as besoin est disponible? Et on s'entend, on est encore en release candidate. Donc c'est pas encore. Est-ce que c'est supporté par Microsoft? Oui, en fait, le RC1 est go live et c'est supporté par Microsoft. Donc tu peux aller en production avec le. Tout à fait supporté. Le RC1 qui s'appelle toujours RC5, mais qui va être renommé en tout cas. En fait, je sais pas si va y avoir un RC2 ou si vont avoir directement une oui, il va y avoir un RC2. Si vous voulez chercher ASP.NET 5/Core 1, le plus facile c'est get.asp.net et vous allez automatiquement avoir les bons liens pour downloader tout ça puis vous setuper. Puis ça, c'est peu importe si vous êtes sur Linux, OS X ou Windows. Puis... Donc c'est sûr que si tu viens d'un écosystème Microsoft, t'as moins d'incitatifs. Mais mettons si t'es un développeur Java habitué dans un monde Linux, ben là, tu pourrais dire, quand je pars mon projet, puis de toute façon, par le temps qu'on finisse dans quelques mois, je vais avoir même une version RTM qui va être prête pour aller en production avec ça. Il va toujours avoir des changements, puis c'est un peu ce vers quoi qui est un peu la deuxième branche que je parlais un petit peu au départ, l'évolution logicielle, c'est que ASP.NET, si on revient dans le temps, en 10 ans en arrière, c'était une plateforme qui évoluait à toutes les années ou à tous les 2 ans, le temps que Microsoft décide de lancer tout le code qu'ils ont travaillé depuis justement 12 mois, 18 mois pour avoir qu'est-ce qu'on a pour avoir une nouvelle release. Puis là, c'est plus comme ça maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu, c'est que tout est techniquement out of bounds, tout est techniquement updatable, puis quand on a des bugs fixes, on va les pousser, on peut les pousser rapidement. Donc moi, selon moi, je m'attends à des cycles de livraison beaucoup plus rapides pour des choses comme Entity Framework, pour MVC, pour toutes les parties du framework, en fait. Je m'attends à avoir des livraisons plus rapides. Peut-être pas initialement, peut-être pas dans la première année, parce que là, en ce moment, ils sont en train de tout mettre en place pour faire ça. Mais moi, je m'attends à avoir l'évolution beaucoup plus rapide du framework au cours des prochaines années. ASP.NET Core 1, c'est un projet open source. Oui, donc si vous pouvez aller sur... Tout est open source. Tout est sous le user GitHub ASP.NET. Donc si vous allez sur github.com/ASP.NET, vous allez avoir tous les projets qui sont reliés à ASP.NET Core. En dessous de ça, vous allez avoir des projets comme MVC, qui vont inclure tout le core MVC. Vous allez avoir Security, qui va inclure toute la partie sécurité, et ainsi de suite. Il y a tous les projets qui sont reliés à ASP.NET Core. Si je commence, mettons que je veux vraiment partir, puis je dirais suivre le minimum de formation, là. C'est quoi, je vois à get.asp.net.com, c'est-tu... get.asp.net, get.asp.net. Dépendamment sur quel OS que vous êtes, vous allez avoir un lien qui va vous correspondre à votre OS pour installer. Est-ce qu'il y a des tutoriels même qui expliquent comment ça fonctionne, ou ils présument que tu es déjà familier avec l'écosystème ASP.NET? Il y a un petit peu de tutoriel, mais il y a un lien en dessous du lien d'installation qui s'appelle Docs, qui en fait vous amène juste au lien docs.asp.net, qui inclut un maximum de documentation. C'est sûr qu'il y a encore des trous dans la documentation. On n'est pas release to manufacturer, fait que ça cible encore le monde qui sont désireux d'apprendre et qui veulent vraiment se lancer dans cette nouvelle aventure. Y a-tu, parce que souvent, si tu regardes comme les sites Pluralsight, tout ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé même à monter des cours? Je pense que oui, dans la nouvelle, si je me rappelle bien, il y a déjà du monde qui ont lancé des cours. Je pense que Sean Mundermuth a déjà fait quelque chose là-dessus. Parce que le monde en parle depuis que c'est sorti, puis on veut être les premiers à en parler, puis annoncer que ce rewrite-là, ça peut sembler immense, ça peut faire peur un petit peu,
mais ça fait juste mettre les fondations pour le futur, puis à un certain moment donné, après 15 ans d'histoire, c'est le temps de repasser sur des nouvelles bases qui vont être pas mal plus solides que ce qu'on avait avant. Puis, donc, OK, là, moi, je comprends un peu mieux qu'est-ce que c'est ce ASP.NET Core 1-là. Je comprends les arguments de performance. Je comprends les bénéfices de pouvoir utiliser du C# du côté serveur, en tout cas pour les courbes d'apprentissage. Je vais terminer avec toi sur un dernier point. Guy en a glissé un mot. C'est-à-dire que du côté serveur, je peux décider dans C#, mais une des propositions que beaucoup de monde font, c'est de dire, ben non, du côté serveur, fais juste du JavaScript comme tu fais du côté client. Puis, une des offres que Microsoft vont mettre de l'avant beaucoup, c'est de dire, tu préfères du JavaScript en modèle orienté objet avec TypeScript, parce qu'on sait que JavaScript, à la base, c'est un langage fonctionnel. Si tu décides d'adopter JavaScript, ben, il faut que tu adoptes aussi la vision que tu travailles avec un langage fonctionnel. Mais Microsoft, eux autres, ont fait des évolutions avec le ECMAScript, puis en mettant toutes les fonctionnalités dans TypeScript pour que tu sois encore dans un mindset très orienté objet. C'est quoi les gros, est-ce qu'il y a vraiment des différenciateurs tant que ça entre TypeScript puis C# pour que je dise, ben là, je continue en C# ou le futur, tu sais, ma question, j'y arrive. Ça se peut-tu, Maxime, que le vrai futur devant nous, là, dans 3-4 ans, c'est qu'on va tout faire du TypeScript du côté serveur, ou non, c'est pas vrai, ASP.NET, MVC, C# ont encore un brillant futur? Hey, c'est une méchante bonne question. Moi, si je vais au bet, là, j'ai aucune connaissance interne là-dessus. Ouais. Même avec mon accès à MVP, là, j'ai zéro connaissance là-dessus. Là. Ils ne partagent pas tout, là. Ils partagent pas tout, mais ça, là, je vais y aller avec un wild bet, là. J'ai l'impression qu'on va finir par avoir un JavaScript qui va rouler côté serveur, puis qu'on va pouvoir rouler du ASP.NET 5 avec du TypeScript. Puis ça, c'est un espoir. J'ai hâte de voir qu'on s'arrête. Est-ce que le temps de vie de la solution ASP.NET Core 1, c'est juste les 5-10 prochaines années, ou est-ce que là, les enjeux de performance avec les CPU sont encore notables, mais que plus ça va aller, on va avoir tellement de performance pour pas cher, qu'à un moment donné, de rouler du TypeScript, c'est parce qu'on s'entend, le JavaScript serveur, c'est pas compilé. Non, c'est interprété. C'est interprété, donc ça va toujours être un peu moins performant que du code compilé. Donc, est-ce que, tu sais, parce qu'il va toujours rester cet argument-là. T'as des gens qui ont dit, non, moi, j'ai besoin de la performance ultime. Donc, tu sais, est-ce que ça se peut que le ASP.NET MVC, le ASP.NET Core 1, finalement, son futur, ça soit pour les gens qui ont des vrais enjeux de performance, puis toutes les autres, les solutions sont à dire, fais du TypeScript. Ben, c'est un petit peu comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec des solutions comme Node ou des choses comme ça, que le monde, ils vont utiliser les outils qui vont répondre à leurs besoins. Et même moi, de mon côté, des fois, j'informe un peu des fois les clients que t'as pas nécessairement besoin d'MVC. Si t'es pour avoir une plateforme, par exemple un CMS avec juste du contenu visuel à l'extérieur, avec aucun login, c'est juste de l'information purement à afficher au client, ben ça sert à pas grand-chose de rouler un ASP.NET MVC là-dessus. Tu peux générer un site web statique complet et soudainement, t'as plus besoin d'avoir un côté serveur, puis ton site web peut rouler sur un Raspberry Pi. Puis ton code statique, tu peux même le générer avec un générateur de code, puis à ce moment-là, ta solution finalement, c'est plus d'avoir par exemple des templates T4 qui génèrent ton HTML directement, là. Mais ça, c'est une autre vision. Ouais, on est en c'est une des sections que tu fais que je trouve intéressante. Moi, je l'ai sectionné pour justement la track d'architecture de la conférence d'FT, parce que je trouve que c'est un autre chemin. Finalement, on a beaucoup d'options. Oui. Il faut juste voir ASP.NET Core 1 comme étant une autre des options. Surtout si l'enjeu de performance est important. Si vos développeurs viennent, par exemple, d'un background très orienté objet, de background Microsoft ou background Java. C'est quelque chose à se rappeler là-dessus, c'est que c'est pas le temps de se mettre à réécrire toutes les applications à l'interne en ASP.NET Core 1, parce que vous allez probablement rencontrer beaucoup de difficultés. Ça vaut peut-être la peine d'en réécrire une, question de savoir c'est quoi les difficultés, si jamais c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Mais on parle de connaissances personnelles. Il y a des limitations en ce moment, cependant, que si vous voulez vous lancer vers la RC, que je vous recommande de faire attention. Si vous avez des applications qui roulent avec SignalR, SignalR n'est pas supporté, n'a pas été transigé à ASP.NET Core.
Donc ça, va falloir attendre encore un petit peu, il va falloir rouler avec .NET 4.6 pour le moment. Bon, les early adopters, pour ça, moi je pense que c'est beaucoup plus des gens qui viendraient de la communauté Java, qui ont envie d'utiliser un écosystème comme celui de C#, puis qui se disent, bon, ok, j'en ai assez d'écosystème Java, et là je fais le saut vers ASP.NET. Moi j'espère que ça va être ça, parce que le langage Java pour moi a toujours été en retard sur ce qui se fait en ce moment avec C#. Il y a encore beaucoup de développeurs Java. Là, oui, il y a beaucoup de développeurs Java, mais je parle pas en termes de développeurs, je parle en termes de langage. Ouais. Le langage était en retard un petit peu, et j'aime la vision que C# en tant que tel s'oriente. Donc pour moi, C# reste encore un langage tout à fait de mise pour 2016. Puis avec ASP.NET 5, puis la modularité que ASP.NET 5 Core 1, on s'en lâchera pas. Et avec toute la modularité que cette plateforme-là apporte, ben ça devient inévitable que ça risque d'être ce qui va se passer pour 2016-2017. Donc, pour nos auditeurs qui sont intéressés, vous allez à getasp.net. Oui. C'est ça le URL. get.asp.net pour installer ASP.net. Pour la documentation, vous allez docs.asp.net. Et si vous voulez garder un œil sur le développement du projet, vous pouvez aller sur github.com/ASP.net. C'est l'usager que Microsoft a enregistré pour ASP.net. Et à l'intérieur de ça, il y a toutes les repositories, dont Entity Framework, puis Identity qui vont se retrouver là. Celui-là que je trouve le plus intéressant, ça s'appelle Announcement, parce que lui, il va lister en fait toutes les breaking change entre les versions qu'ils vont lancer. Donc si vous voulez surveiller ça, ça vaut la peine. Ben merci Maxime. Puis nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit début janvier avec une autre très bonne émission. Et à nos deux gagnants, on va se revoir DevTeach. Bye bye. Au revoir.